Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition. Comme chaque soir sur Monaco Info, voici les titres de ce mardi 7 mai. Le prince Albert II poursuit sa visite dans le département de la Mayenne. Il s'est rendu notamment à Laval lundi. Nous rejoindrons notre équipe sur place. J-1 avant le choc entre Monaco et Fenerbahçe en Euroleague. Un match décisif pour les Monégasques en quête d'une qualification pour le Final Four. Nous écouterons les déclarations d'avant-match et le point de vue d'un spécialiste, l'ancien basketteur et désormais consultant Jacques Monclar. Nous nous intéresserons également ce soir à l'une des plus vastes explorations scientifiques sur le corail. Son nom, Tara Pacific. Deux chercheurs du Centre scientifique de Monaco ont pris part à cette mission. Stéphanie Reynaud viendra partager cette aventure sur notre antenne. Et puis des écrivains en herbe primés lors du concours des rencontres littéraires Fabien Boisson. Un reportage à découvrir à la fin de ce journal. Après Mayenne, le prince Albert II a poursuivi sa visite dans le département du même nom, à Laval et ses alentours. Il a pu découvrir l'excellence mayennaise, son patrimoine qui contribue notamment à l'économie de la région, voire au-delà. On rejoint sur place Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Sur le territoire, un tissu économique bat au rythme d'une tradition alliant savoir-faire artisanal et innovation. Deux noms se distinguent, porteurs de l'histoire et de la prospérité de la région. La toile de Mayenne, tel un fil conducteur entre tradition et modernité, incarne l'excellence de l'artisanat textile français. Depuis ses débuts modestes dans les années 1800, cette entreprise familiale a su préserver son héritage. Lactalis est pour sa part un géant mondial dont les racines plongent dans le sol fertile de la Mayenne. Fondée il y a plus d'un siècle, cette entreprise laitière est devenue un pilier de l'économie locale et bien au-delà. La Mayenne, c'est un des départements de France le plus méconnu, alors qu'il est pourtant, il mérite d'être connu bien évidemment, et surtout connu pour ses implantations industrielles. C'est un département bien sûr d'origine agricole et qui ne renie pas ses origines agricoles. Les entreprises agroalimentaires, le groupe Lactalis, le groupe Bell et bien d'autres sont très présents. C'est ici en Mayenne que l'on fabrique le Babybel, sans faire de publicité pour un groupe plus qu'un autre, 1 million par jour, juste pour vous donner un chiffre. Et c'est aussi un département donc très industriel d'une façon générale. Le département s'est engagé depuis quelques années à tenter de secouer les choses et à faire en sorte de développer une politique d'attractivité pour qu'on sorte effectivement de ce principe qui était cher d'ailleurs à l'entreprise Lactalis que le prince va visiter, c'est le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Que l'on déambule dans les rues pavées à l'ombre des remparts ou que l'on contemple les rives de la Mayenne, chaque instant passé est une invitation à voyager dans le temps. Et c'est dans cette fusion entre authenticité de la principauté et la simplicité de la Mayenne que réside toute la magie de ces liens. C'est un territoire que je ne connaissais pas du tout et c'était très intéressant de voir le musée du château parce qu'on voit un peu toutes les époques qui ont façonné cette ville de Mayenne, toute cette histoire qui a découlé de la présence et du fait que le cardinal Mazarin était duc de Mayenne et donc que ce titre a été transmis dans sa famille et jusqu'à celle de la principauté, et jusqu'à mes ancêtres. Et donc c'est toujours émouvant, mais il y a un accueil tout à fait extraordinaire. C'est vrai qu'on dit que les Mayennais sont un peu réservés, mais là j'ai trouvé vraiment un accueil d'une très grande chaleur et d'une très grande proximité. Dans le sillage des Grimaldi, des ponts se dressent entre la Mayenne et la principauté, reliant deux mondes en apparence éloignés, mais unis par une même histoire. L'histoire justement entre la principauté et le département français est à l'honneur dans une exposition intitulée « Le duché de Mayenne au temps des Mazarins et Grimaldi ». Une histoire de famille du Moyen-Âge à nos jours. Elle a été inaugurée par le prince Albert II à l'occasion de sa visite à Laval. L'opportunité de découvrir les liens historiques qui unissent la Mayenne et Monaco et qui remontent à 1777 et le mariage d'Honoré Grimaldi avec Louise d'Aumont. Une relation qui se renforce donc avec la visite du prince souverain, sa première dans le département, et avec un partenariat noué entre les archives du palais princier, représentées ici par Thomas Fouilleron, et les archives départementales de la Mayenne.
L'autre actualité, c'est cette rencontre capitale pour la Roca Team, pour la suite de l'aventure en Euroleague. Demain, les Monégasques reçoivent Fenerbahçe pour un match 5 décisif. Le vainqueur de cette rencontre décrochera son billet pour le Final Four qui aura lieu à Berlin le week-end du 24 mai. Frédéric Elion et Alex Avial sont allés prendre le pouls à la veille de ce choc. Ils ont recueilli les impressions du capitaine Yacouba Ouattara, du coach monégasque Sacha Obradovic et de Donatas Motiejunas. Écoutez. C'est le match le plus important de la saison. Clairement, c'est à la vie, à la mort. C'est qu'un match, va falloir tout donner et essayer de gagner ce match-là. Every game is a new challenge, a new adventure, let's say. The momentum can be changed, like one or the other side, pretty fast. Like who gonna be, let's say, more physical, more smarter. It's like also, the big point is also experience. The most important is not to get, burned in this kind of, let's say, atmosphere or importance of the game. Like we have to be, patient, knowing what we do. Like on the court was not, like the case, especially, like in the first game. When we didn't react, good on their aggressiveness, let's say, in defense, all the focus, should be direction the game, like all the outside factors, you have to put aside, like you gotta be just focusing on the game, like to make a good decision, to hit the important shots. C'est un bras de fer. L'équipe qui va, entre guillemets, baisser en intensité va être celle qui va s'incliner. On sait qu'à chaque fois, à chaque victoire, c'est un coup qu'on met au mental à l'autre adversaire, mais on sait qu'ils vont revenir justement déterminés pour se rattraper de la fois d'avant. Donc c'est vraiment un combat aussi mental. The team who wanted more won, and this is these type of games like Game 5s, Game 7s, they really show the character of the team. So we talked about it a lot in the locker room. We talked about it, even before the Game 4. That it's all about the effort. It's all about showing the character. We did in the Game 4. Right now, we need to show one more time that. Pour analyser cette rencontre, l'ancien meneur de l'équipe de France, l'homme aux 201 sélections, Jacques Monclar, est en duplex avec nous. Bonsoir Jacques. Bonsoir. La Roca Team a montré qu'elle était encore en vie vendredi dernier en s'offrant un match décisif face au Fenerbahçe. Est-ce qu'elle a les armes et les forces nécessaires pour se qualifier pour le Final Four demain? Oui, bien sûr, elle les a de diverses manières en fonction de ses absents, même aussi important qu'a été l'absence de John Brown III. Ils ont trouvé des solutions. Non, ils sont très en place, ils sont très sûrs de leur basket. Le panier de Mike James qui était en difficulté dans la série à la fin, qui est décisif, la qualité montrée par Eli, par d'autres dans cette série. Alors oui, la Roca Team est capable, mais le Fener l'a déjà fait de gagner, donc ils doivent se dire la même chose. Qu'est-ce qui vous marque dans cette équipe monégasque, Jacques? Sa capacité à répondre présente dans les moments les plus difficiles. Son histoire est magnifique en 5 ans, en comptant leur participation en BCL, en Eurocup. La première année d'Euroleague restait juste aux portes à ce match-là, au match 5 du Final Four, puis y participer et être encore là. L'histoire est incroyable, elle est très belle en termes de basket, ça doit être une aventure incroyable qu'ils sont en train de vivre. Se qualifier pour aller à Berlin, ce serait une première étape, et après, c'est qu'un match à gagner, puis un autre, et puis voilà, on connaît l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que Monaco fait partie aujourd'hui des plus grands clubs d'Europe? En tout cas, des plus grandes équipes. Il y a souvent une différence entre l'équipe et le club, de par sa dimension géographique, de par ses particularités. La principauté génère des équipes originales, mais en termes de club et d'envie que tous les joueurs d'Europe ont envie de venir dans cet endroit de rêve où on joue bien au basket, tous les basketteurs d'Europe se sont donné le mot, et même un peu outre-Atlantique. Et qu'est-ce qui fera la différence lors de ce match mercredi? Sur quoi il faut être attentif? Tous les scénarios sont possibles. On a vu que le Fenerbahçe se remettait très bien d'une mauvaise entame. On a vu que la Roca Team avait su le faire aussi dans le dernier match, que le Fenerbahçe est une équipe d'attaque, que ne pas prendre beaucoup de points est toujours mieux contre eux, parce que même si ce sont des gars capables de très bien défendre,
il y a beaucoup d'attaquants là-dedans et au bout d'un moment, ça les rend fous s'ils n'ont pas leur panier. Après, faut rien donner de facile à des Calates, à des Wilbekin, à des Guduric, à des Hayes Davis, sont des dangers publics. Donc tout bien faire, pas perdre de ballon, rien donner, tout bien faire et puis ça passera. Et profiter de l'avantage du terrain aussi, parce que ce match se joue à la maison. C'est clairement un avantage. Ouais, bien sûr. Enfin, l'avantage, il est double. Il est à la fois d'avoir le soutien d'un public qui maintenant est habitué aussi à ces rencontres, qui a vécu contre le Maccabi des matchs comme ça où il faut être là. Bon, bref, il y a une superbe ambiance. L'avantage, c'est aussi de ne pas subir celle du Fener. Mais on a vu que, aussi fort le public soit-il, une équipe qui joue bien, elle sort la tête haute, comme l'a fait la Roca Team lors du match 4 à Istanbul. Alors le public, il sera là, il faut surtout qu'il y ait une communion entre public et joueurs, de manière à ce que, pop, il y ait la petite euphorie qui va bien. Plus généralement, Jacques Monclar, un mot sur le niveau de cette saison d'Euroleague. Elle est un peu folle, hein. Seulement une équipe a validé pour le moment son ticket pour le Final Four. Les autres défendront leur place lors du match 5. Oui, avec des séries qui se sont renversées complètement, avec des matchs pris à l'extérieur, avec un suspense terrible hein, entre Olympiakos, Panathinaikos, Maccabi et Barça, par exemple, sans parler de la série de Monaco. Voilà, mais elle ressemble aussi, ces playoffs, elle ressemble à la saison régulière, où le Real était un peu différent des autres. Eh ben, c'est pareil dans l'attente de la définition du Final Four de Berlin, où on espère qu'on se retrouvera. Voilà. En tout cas, ici. Le choc Monaco-Fenerbahçe, c'est donc ce mercredi 8 mai à 19h au Stade Louis II. Merci infiniment Jacques Monclar d'avoir été avec nous pour analyser cette rencontre décisive pour le club de la Principauté. Merci. Merci à vous. Boris Herman, deuxième sur le fil de la Transat CIC. Le skipper de Malizia Sea Explorer a franchi la ligne d'arrivée dans la nuit de lundi à mardi, après 8 jours, 9 heures et 12 minutes de traversée. Auteur d'une sacrée remontée, il s'était pourtant rapproché du leader de cette course en solitaire, Johan Richomme. En fin de semaine, parti le 28 avril dernier de Lorient, Boris Herman s'est montré confiant à l'arrivée à New York, car l'objectif principal, au-delà du résultat, était d'avoir de bonnes sensations avant le Vendée Globe, dont le départ aura lieu en novembre prochain. Ce soir, sur Monaco Info, nous voulions vous parler de la plus vaste expédition scientifique portant sur le corail. Durant 2 ans et demi, la goélette Tara a parcouru l'océan Pacifique d'est en ouest et du nord au sud pour découvrir la diversité cachée du corail et explorer ses capacités d'adaptation face au changement climatique. 2 chercheurs du Centre scientifique de Monaco ont pris part à cette mission qui a eu lieu de 2016 à 2018. Bonsoir Stéphanie Reynaud. Bonsoir. Vous êtes chargée de recherche au CSM, vous avez donc embarqué dans cette aventure Tara Pacifique avec Didier Zoccola. Comment avez-vous vécu cette mission? Alors c'était une mission incroyable. Il faut savoir que ce n'était pas la première fois qu'on embarquait sur le Tara, on y était déjà allé en 2010. Et le Tara pour nous c'est comme une grande famille. On retrouve les mêmes personnes, les mêmes membres d'équipage, une partie des scientifiques qui font la même aventure. Et c'est vraiment une expérience incroyable. Quel était votre quotidien à bord? Alors le quotidien, c'était assez chargé parce qu'on faisait beaucoup de plongées. On devait chercher les coraux, les espèces qu'on devait prélever. Donc on commençait souvent la matinée assez tôt, vers 6h, 6h30. On commençait par du snorkeling pour faire un repérage des espèces. Quand on avait trouvé les espèces dont on avait besoin, il fallait faire le prélèvement, retourner le plus vite possible au bateau pour traiter le prélèvement, c'est-à-dire les mettre dans l'azote liquide, dans des sachets, pour après les envoyer dans différents laboratoires. Il arrive à peu près l'heure du déjeuner. L'après-midi, une deuxième plongée sur le même protocole, de nouveau traitement des échantillons. En fin d'après-midi, souvent, on avait un briefing pour préparer les plongées du lendemain. Et après le repas, on préparait les tubes, les étiquettes, donc tout le travail un petit peu répétitif pour le lendemain également. Donc des journées bien chargées. Bien remplies, oui. Cette mission est présentée comme la plus vaste des expéditions scientifiques sur le corail, vous confirmez ? Oui, c'est une expédition qui a duré 2 ans et demi, encore qui a été un petit peu écourtée à cause de la pandémie Covid-19. Elle était prévue pour durer 3 ans, donc sur tout l'océan Pacifique.
avec des arrêts sur plus de 40 archipels. Il y a plus de 57 000 échantillons qui ont été ramenés de cette expédition. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une véritable course contre la montre pour étudier ces écosystèmes fragiles que sont les coraux? Alors oui, parce que comme vous le savez, les coraux sont soumis à beaucoup de menaces, que ce soit anthropique, tout ce qui est augmentation de la pression partielle en CO2, l'acidification des océans, mais aussi l'augmentation de température. Donc il faut essayer de faire des recherches de qualité, mais de façon assez rapide pour essayer de sauver un maximum cet écosystème qui reste quand même très fragile. Oui, parce qu'il est important de le comprendre et de le protéger parce qu'il joue un rôle essentiel. Il joue un rôle essentiel pour différentes raisons. C'est vraiment une nurserie pour tous les poissons. Ça veut dire que toutes les personnes qui vivent proches des récifs coralliens, qui sont souvent des populations relativement pauvres, vivent vraiment de ces récifs. Ça amène beaucoup d'argent grâce au tourisme et c'est aussi un réservoir potentiel pour des médicaments parce qu'il y a des molécules sûrement d'intérêt qui ne sont pas encore découvertes. Et si les récifs coralliens meurent avant que ces molécules soient découvertes, on pourrait se priver de traitements, par exemple des anticancéreux. D'où l'importance de cette mission Tara Pacific. Qu'est-ce que cette exploration a permis d'apprendre ? Alors, on est encore en train de travailler sur beaucoup d'échantillons. Tout n'a pas été traité. Il y a déjà plus de 30 articles scientifiques qui sont sortis, donc des résultats incroyables à tous les niveaux, que ce soit des virus, du génome, de l'acidification, enfin vraiment un grand spectre de résultats. Stéphanie Reynaud, quel souvenir garderez-vous de cette mission? Que retiendrez-vous de Tara Pacific? Alors beaucoup de souvenirs, mais surtout l'envie d'y retourner le plus rapidement possible. Au-delà de ça, j'imagine que c'est aussi une fabuleuse expérience humaine, hein? C'est une expérience humaine, parce que quand on reste 2-3 semaines, voire 2 mois, comme est resté Didier Zocola sur le bateau, mais forcément on crée des liens avec les membres d'équipage et les autres scientifiques qui sont incroyables. Parce qu'il faut savoir que le Tara a une particularité par rapport à d'autres bateaux de recherche, c'est que tout le monde aide tout le monde, c'est-à-dire que les membres d'équipage aident les scientifiques dans les prélèvements, dans la mise en place des expériences. Et nous, on aide, on fait le service à table, on fait la vaisselle, on nettoie les cabines, le pont. Donc il y a vraiment une relation, on pourrait dire presque une symbiose entre ces deux mondes et on apprend beaucoup les uns des autres. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie Reynaud pour votre témoignage ce soir sur Monaco Info et on suivra bien évidemment attentivement vos prochaines explorations. Merci beaucoup. Merci. La 14e édition des rencontres littéraires Fabien Boisson vient de livrer son palmarès. Des élèves du lycée Albert Ier et FANB se sont munis de leurs plus belles plumes pour faire parler leurs idées. Un comité de lecture a ensuite choisi de valoriser les meilleurs. Coup de projecteur sur ces écrivains en herbe dans ce reportage signé Alban Jean-Jambre, Camille Caloni et Louis Borgia. Ils avaient le choix entre 2 thèmes, l'intelligence artificielle. J'ai décidé de parler de l'utilisation des nouvelles technologies dont l'IA pour générer des tonnes de contenu. Et le harcèlement et les violences scolaires. Sur l'école invite au vivre ensemble. Les écrivains en herbe ont pu défendre leur point de vue et se livrer sur des sujets d'actualité. Et comme chaque année, les meilleurs textes se voient récompensés. Une remise de prix ponctuée par un intermède musical de l'Académie de musique Régnier 3. J'ai trouvé le sujet assez intéressant parce que l'école c'est un sujet qui nous concerne tous et j'ai trouvé ça intéressant de le faire par écrit et d'expliquer ce que je pensais et que des gens le lisent et vraiment réfléchissent à ce que je suis en train de dire parce qu'au final la voix la plus importante c'est celle des élèves. Moi comme j'ai parlé de l'IA, j'ai parlé du fait que ça va beaucoup influencer notre futur parce que beaucoup de métiers vont être remplacés ou complètement submergés par les IA. Ce seront des technologies qui seront retrouvées dans de nombreux domaines. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler, peut-être de prévoir un peu le futur et même d'en parler sur les situations aujourd'hui et ce qu'on pourrait en faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui change de nos cours habituels. Donc personnellement, j'ai trouvé ça très enrichissant au niveau de la langue et surtout du partage qu'on avait pu avoir avec le prof. On s'est aperçu que ça réveillait des vocations. Beaucoup veulent devenir journalistes, responsables politiques, responsables littéraires. Un travail dûment récompensé puisque les productions littéraires seront assemblées en un ouvrage visible au Salon du Livre de Monaco en septembre prochain.
Dans le reste de l'actualité, en bref, la direction des affaires culturelles lance un appel à candidature pour l'attribution de 3 ateliers d'artistes situés au quai Antoine Ier. Ce dispositif offre aux artistes un espace de travail pour mettre en œuvre un projet artistique et culturel à visée internationale et ou en lien avec une institution culturelle monégasque. Les dossiers de candidature doivent parvenir à la direction des affaires culturelles au plus tard le vendredi 31 mai. Toutes les modalités sont à retrouver sur le www.gouv.mc. Riche actualité pour le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, alors qu'il présente actuellement l'ASCO à Monaco. Une conférence sera organisée le 28 mai prochain avec pour thème « Du beau idéal à la caricature grotesque » en prenant l'exemple des figurines en terre cuite gréco-romaine. Plus d'informations sur le site officiel du musée. Ce mardi 7 mai correspond à la journée mondiale du rire. Faire marcher ses zygomatiques a de multiples bienfaits. Cela aide à réduire le stress, par exemple à renforcer notre système immunitaire ou encore à améliorer notre humeur. Mais de nos jours, pouvons-nous rire de tout? Et quelles sont les personnalités qui vous amusent? Anaëlle Marquez et Alexa Vial sont allées à votre rencontre pour le savoir. Oui, je pense qu'on peut rire de tout. Bon, il y a des choses... On ne peut absolument pas rire, mais dans l'ensemble, moi je suis une personne heureuse et qui aime rire. En ce moment, c'est un peu compliqué de rigoler de tout. Je pense qu'avant c'était plus simple, aujourd'hui c'est plus compliqué, il faut faire attention. Alors moi je pense que c'est important de rire de tout, parce que rire c'est bon pour la santé et puis ça fait du bien. Et je pense qu'il faut prendre trop les choses au sérieux, donc rigoler un petit peu de tout avec un bon humour, c'est important. Non, on ne peut pas rire de tout, je ne pense pas, parce qu'il y a trop de gens malheureux. Quand même. Rire de tout, ça n'est pas évident pour moi. Il y a des sujets sensibles et ça peut heurter certaines sensibilités. On peut rire de tout, même si c'est du négatif. Mais normalement, on rit pour du positif. J'aime pas l'humour vulgaire. Comme Franck Dubosc, par exemple, j'aime pas du tout. Moi, je suis une fan de Gad Elmaleh. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il a un humour très franc, très simple et qu'il est capable de se mettre dans la peau de tout le monde. Donc on s'y retrouve dans ce qu'il raconte. À part Raymond DeVos qui m'a fait mourir de rire, je ne suis pas très au fait des humoristes du jour. Enfin, moi j'aime beaucoup Gad Elmaleh, donc j'aime bien les blagues bien travaillées. J'adore Florence Foresti. Je trouve qu'elle prend des faits du quotidien et elle les met bien en scène et du coup elle me fait beaucoup rire. Voilà pour vos différentes réactions à la journée mondiale du rire. Place à présent à vos prévisions météo. Frédéric Elion nous a rejoint en plateau. Bonsoir Frédéric, quel temps fera-t-il mercredi? Grand soleil Émilie, enfin une journée qui sent bon le printemps avec un ciel totalement dégagé et des températures en hausse, 14 degrés le matin et 21 l'après-midi. Mercredi 8 mai, nous fêterons la victoire des Alliés et donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, et demain 8 mai, sachez que les bureaux de poste de la Principauté seront fermés. Par conséquent, la distribution du courrier ne sera pas assurée ce jour-là. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. On se quitte avec les photos de Stéphane Dana et son interprétation de la Journée mondiale du rire. Passez une excellente soirée sur Monaco Info, avec le sourire, on l'espère.